Bien le bonjour et bienvenue dans le monde magique des atypiques où aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer Carlos Tinoco. Bonjour Carlos. Bonjour. Alors Carlos, tu as pas mal de casquettes passionnantes que je vais citer, mais ça n'en est que quelques-unes hein, parce que tu es aussi très curieux. Donc tu es essayiste français, tu es agrégé en philosophie, tu as été professeur ou tu es encore professeur? Non, non, non. Tu as été, hein. Tu es psychanalyste. À l'âge de 10 ans, tu as intégré un des premiers centres en France dédiés aux enfants précoces, sachant, si je ne m'abuse, que tu as été détecté vers 5-6 ans, hein. Tu lisais déjà de manière fluide à 4 ans et demi. Je pense Oui, qu'on c'est ça, oui. ouais, on reviendra là-dessus. Et donc, tu es également membre fondateur du séminaire interdisciplinaire ISODGE, qui a regroupé pendant plusieurs années de jeunes chercheurs en mathématiques, physique, biologie et philosophie. Et je prends toujours mon copion pour cette partie-là, pour ne pas oublier de casquette, mais je pense que tu as aussi une casquette d'historien, c'est ça que j'ai entendu? Non, historien, non. Enfin, j'adore l'histoire, mais Oui, c'est ça, hein. Ouais. historien, non. Non, si on parlait de passions cultivées avec soin et qui ont beaucoup aussi contribué à ma réflexion, il faudrait citer la musique et le théâtre. La musique et le théâtre, ok, pour n'en citer que quelques-uns sous tes différentes casquettes. Alors aujourd'hui, ben, voilà, on va parler ben, des surdoués, hein, puisque c'est la thématique de ce sommet. En tout cas, la thématique de ce sommet, c'est la différence. Imagée ou pris en exemple par les surdoués, qui est une thématique, en fait, bon, surdoué, on est d'accord ou pas avec le mot, hein, on sait bien qu'on on n'aime pas trop, on n'a pas vraiment de mots pour qualifier cette douance, ces aptitudes. Voilà, personne, il n'y a pas vraiment d'accord autour de ce jargon, ou en tout cas Mm. de qualifier voilà, ses compétences. Et d'ailleurs, bah, il y a beaucoup de flou. Au plus on creuse, au plus on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont floues autour de cette thématique. Aujourd'hui, on va beaucoup finalement parler d'esprit critique. J'ai envie de commencer avec une des définitions que tu donnais. Ah oui, juste avant de commencer. Pour cette interview spécifique, il y a donc des prérequis. Alors, c'est pas une obligation, mais j'ai pas envie de recommencer la discussion dès le départ parce qu'en fait, Carlos a déjà fait pas mal d'interviews que vous pourrez retrouver sur YouTube et qui sont vraiment extra. Donc, les trois que je vous propose de regarder avant de démarrer, donc mettez sur pause, allez voir, vous en avez pour une demi-heure, c'est 3 fois 10 minutes. Et donc, ça s'appelle l'ennui mortel des surdoués, les surdoués et la sociabilité usuelle et l'écart vertigineux entre les surdoués et les autres. Et donc, en fait, je vais reprendre certains, en tout cas, des propos de Carlos et bien entendu, alors là, on n'oublie pas son dernier bébé, n'est-ce pas, les surdoués et les autres. T'as vu, je suis équipée, hein. J'ai compris avoir une idée comme ça. Il voit tout hein, pour ceux qui sont voilà, visuels. Et donc, l'une des définitions que tu donnes, c'est donc la surdouée, c'est une personne qui, depuis l'enfance, ne peut pas ne pas voir que le monde est fou. Donc, bon, j'aimais beaucoup cette définition-là et j'avais envie de commencer avec ça parce qu'effectivement, a priori, ceux qui n'ont pas encore mis le mot sur le fait d'être HP au potentiel, en tout cas fonctionner différemment, ont cette impression. La plupart, à part, il y en a plein qui le vivent bien, évidemment, hein, mais ceux qui commencent à rechercher des informations se disent soit qu'ils sont malades, soit qu'ils sont fous. En fait, a priori, c'est l'une des deux options. Et arrête-moi si je me trompe, mais je pense que quand tu as, bon, j'ai fait un peu mes devoirs, hein, j'ai regardé pas mal d'heures de Carlos, donc il ne le sait pas, mais on a passé pas mal d'heures ensemble, en fait. Donc arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'à 21 ans, tu as commencé, toi, une psychanalyse de ton côté. C'était l'une des premières questions que tu as abordées, c'est est-ce que c'est toi qui es fou ou est-ce que c'est le monde qui est fou? Oui, alors, cela dit, pour préciser un peu, parce que, bon, alors, effectivement, la terminologie, bon, surdoué, c'est un terme catastrophique. Je choisis de l'adopter parce que, d'une certaine manière, c'est le pire, mais comme les autres ne me satisfont pas non plus. Alors, dans le bouquin, on l'a mis entre guillemets, mais donc, déjà, petite réserve, c'est un nom de code pour un objet, d'ailleurs, dont on ne sait pas trop de quoi on parle. Parce que, là aussi, une précision, c'est une définition un peu provoque que j'ai donnée là, mais je vais quand même expliquer pourquoi j'ai donné cette définition, j'ai proposé cette définition. C'était dans une interview, hein, c'est pas dans notre bouquin, on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus rigoureux.
Mais déjà, pour expliquer pourquoi j'ai proposé cette définition, il faut bien clarifier une chose, c'est que, par exemple, ce dont on parle dans notre bouquin et ce dont je parle quand j'emploie le mot surdoué, c'est pas du tout ou c'est pas exactement et c'est important de voir l'écart, de ce dont parle, par exemple, Nicolas Gauvry, dont je sais que tu l'as aussi interviewé. Nicolas, il s'intéresse, enfin, aux gens qui ont plus de 130 au test de QI. Enfin, c'est la question du QI. Ce qui est pas, je critique pas du tout, dans sa démarche, c'est tout à fait logique d'essayer de prendre un critère mesurable, et comme pour l'instant il n'y en a pas d'autres, bah, voilà, il prend celui-là et comme c'est une démarche, qui passe beaucoup par des études statistiques, bon, donc lui parle de ça. Avec, la fécondité de cette approche et aussi les limites, là encore, c'est pas du tout polémique, toute approche a, aussi ses limites. Quand on raisonne toujours à partir d'un prisme, d'un paradigme, de postulats, qui font qu'il y a certains angles qui nous échappent nécessairement. Bon. Mais nous, ce dont on parle, c'est pas du tout, facilement appréhendable par la question du QI. Alors du coup, on pourrait se dire: «Mais pourquoi on enfin, de quoi on parle là?» En fait, on est parti dans notre réflexion d'un questionnement beaucoup plus anthropologique. Alors, sur la question de la folie du monde, heu, repartons justement de là. Nous, les êtres humains, notre caractéristique et ça, c'est très largement attesté par, toute la littérature anthropologique, c'est que quels que soient, les espaces sociaux dans lesquels on vit, c'est-à-dire on va trouver ça aussi bien dans une tribu, en Papouasie, de chasseurs-cueilleurs que, aujourd'hui, en France et voilà, partout à toutes les époques. Nous ne nous contenterons pas de vivre, de nous nourrir, de nous reproduire, de nous organiser entre nous pour justement mieux nous nourrir ou mieux vivre. Nous fabriquons du sens, constamment, constamment, partout. Nous ne nous contentons pas de faire des groupes, permettant d'agir. Ces groupes, nous les constituons autour de récits extrêmement complexes, de trames narratives extrêmement complexes, alors qui dans les littératures anthropologiques, quand on étudie les sociétés dites primitives, s'appellent les mythes. Donc on étudie les mythes, mais au fond, tous les groupes sociaux, une famille, aujourd'hui, toutes les institutions, tous les groupes sociaux se construisent autour de récits, autour de mythes et qui ont en général, la caractéristique d'être assez largement irrationnels, c'est-à-dire finalement de prendre en compte la dimension complètement imaginaire de la relation que les êtres humains ont au monde. Heu, Partout, tu vois, si on prend même les actions qui sont biologiquement, programmées parce que évidemment déterminantes pour la survie de l'espèce. La reproduction, l'alimentation, et puis aussi, par exemple, dans des écosystèmes comme la France ou la Belgique, le vêtement. C'est que si dans les mois qui viennent, on sort tout nu, on va avoir un problème de santé très vite. Heu, bon, ce sont des fonctions, la reproduction, l'alimentation, le vêtement sont des fonctions vitales. Bon, enfin vitales pour l'espèce s'agissant de la reproduction. Mais ce qu'on peut observer, c'est que partout, dans toutes les sociétés, on ne s'est pas contenté d'utiliser la sexualité pour se reproduire, de manger seulement pour reproduire son énergie et de s'habiller seulement pour ne pas crever de froid. Dans toutes les sociétés, ces fonctions vitales ont été le support de mécanismes de récits, de symboliques, c'est-à-dire que précisément on a inventé le repas, et on a inventé, les fonctions de signification du vêtement. C'est-à-dire que le vêtement partout, hein, vraiment partout, y compris au fin fond de l'Amazonie, dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, le vêtement est aussi un véhicule de signification par lequel je dis qui je suis, et à quel clan j'appartiens, enfin un ensemble d'appartenances extrêmement complexes. Hem Il y a pas moins de la densité de signification du vêtement au fin fond de l'Amazonie est pas moindre, que celle qu'on trouve aujourd'hui dans notre, société contemporaine et où il est clair que quand on achète un pull, on n'est pas simplement en train d'acheter un truc chaud. On est aussi en train d'acheter, quelque chose qui va permettre de véhiculer, des identifications sociales, de dire un peu notre tranche d'âge, si on est un homme, une femme, et puis la catégorie à laquelle on s'identifie, bref. Et quelque chose sur notre caractère, quelque chose même sur notre humeur du jour, en fonction de la couleur, de la forme, et cetera. Sur notre féminité, sur notre masculinité, bref. Et
cette création de sens, cette création de récits autour desquels se structurent les sociétés, c'est aussi ce qui nous donne notre caractère à la fois magnifique et complètement cinglé en tant qu'espèce. Les guerres sont liées à ça. Enfin, euh, aujourd'hui, un conflit comme enfin, les grands conflits dont on parle aujourd'hui, ils sont pas simplement liés à des considérations économiques ou matérielles. Ils sont liés à des considérations économiques et matérielles, mais pas seulement. La question de l'appartenance à un peuple, qui est toujours une appartenance imaginaire. Hein. Maintenant, on peut faire on peut assez facilement, à partir de son ADN, retracer un peu la filiation, et toute personne qui fait ça se rend compte du fait que, évidemment, étant donné le brassage des populations qui a eu lieu en quelques siècles et quelques millénaires, on vient tous de partout. Euh, Sauf que se dire juif ou palestinien, et même pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Enfin, l'appartenance culturelle, c'est extrêmement important. Se dire ukrainien ou russe, alors même que, effectivement, il y a quelques siècles, c'était indistinct. Ces appartenances déterminent plein de choses et vont jusqu'à, ces sentiments d'appartenance vont jusqu'à causer des guerres. Bon, donc, alors, dans ces mécanismes de création de récits, il y a plein de choses qui sont totalement irrationnelles, ce qui les disqualifie pas. Hein. Je ne considère pas qu'un être humain sain serait un être humain parfaitement rationnel. Ça n'existe pas. Si nous n'avions pas cette part d'imaginaire prépondérante, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. L'art, l'amour. Enfin, bon, donc il y a aussi des très belles choses qui sont issues de ça. Mais enfin, observons quand même que pour faire fonctionner ces récits, la plupart des gens, finalement, n'en réinterrogent pas du tout les fondements et y obéissent d'une façon qui, quand on est un peu à distance, peut paraître assez folle. Et au fond, la réaction qui est celle d'un ethnologue quand il va dans une tribu totalement différente et qui s'aperçoit du fait que les gens là se racontent des trucs qui lui semblent complètement abracadabrants, enfin, ce qui a fait que bon nombre des ethnologues de la fin du 19e se sont dit que les tribus d'Amérindiens c'était vraiment des demeurés, parce que bon, leur mythe, il y en a certains qui sont gratinés quand même. Au fond, cette réaction, c'est aussi celle de tout individu qui se sent en décalage. Alors après, il faudrait creuser sur les motifs de ce décalage, mais si on suppose au fond que ce que les groupes sociaux proposent aux individus, c'est une mise en ordre du monde, une mise en récit du monde qui va permettre de constituer à chacun une sorte de miroir pour contempler le sens de son existence, si on suppose qu'il y a un certain nombre d'individus qui, dès le départ, dès la petite enfance, ne parviennent pas vraiment à adhérer à ces récits, ne parviennent pas totalement à s'en masquer l'arbitraire, ça va les amener à construire le sens de leur existence de manière totalement différente. Et on a supposé que c'était en lien, au moins statistiquement, avec le développement d'un certain nombre de facultés cognitives, avec des questions de traitement de l'information perceptive, de rapport au langage, et donc de rapport aussi au raisonnement. Même si du coup, ce qu'on est en train de désigner là, c'est par une approche qui fait que ça concerne, au fond, cette modalité de construction de sens plus autonome, elle existe en puissance chez tout individu. Elle est simplement antagonique à la modalité qui consiste juste à se caler sur les récits collectifs sans les réinterroger. Et donc, on ne parle pas tant d'une catégorie d'individus étanches que d'un écart entre deux manières de construire le sens. Et comme ces deux manières sont antagoniques, du coup, il y a un certain nombre d'individus qui sont assez massivement dans une des modalités. Voilà, pour le synthétiser relativement rapidement. Alors, dans ce que tu dis, il y a forcément plein de choses et plein de pistes. Hein. Vraiment, la question du sens qui, pour moi, je pense, est vraiment est centrale dans l'une en tout cas, dans la thématique des surdoués. C'est ce besoin incessant et constant de sens par rapport à ce qu'on fait. Et tu mets en lien aussi ça par rapport au fait de se dire enfin, la plupart des gens, comme si on prend l'école par exemple, pas mal de gens s'ennuient. Hein. L'ennui, c'est aussi une autre des grandes thématiques. Et il y a vraiment, comme l'ennui, comme au travail, comme toute une série de choses, il y a des choses qui sont absurdes, des choses que les gens ne comprennent pas ou ne cautionnent pas.
Mais la principale différence avec, alors on dit les surdoués, il y a des tas d'autres gens qui réagissent aussi, mais c'est vraiment cette incapacité complète et totale de s'accommoder à cette absurdité, à cette absence de sens. Oui, enfin, alors, dit comme ça, je serais en désaccord avec toi. Ah ouais? Moi, je suis Oui, oui, d'accord avec moi, mais je suis incapable, je suis très non, mais curieuse. dans la mesure où, à mon avis, le besoin de sens, il est absolument universel. Ah oui, tout C'est à fait. Ah oui, oui, absolument. Oui, mais donc en fait, personne ne peut s'accommoder de l'absence de sens. Oui, Simplement, ça. simplement, mais d'ailleurs, la question actuelle, aujourd'hui, il y a plein d'articles sur le fait que les jeunes auraient besoin de sens au travail et 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 pas seulement les surdoués, enfin que massivement les nouvelles générations, auraient besoin de sens au travail et n'arrivant plus à trouver du sens, il y aurait une crise. Bon. Et ce qui est important à noter là, c'est le n'arrivant plus à trouver du sens. Parce que le besoin de sens, il a toujours été là pour tous les êtres humains partout. Seulement, ce qui est en train de se passer, à échelle de toute une société, c'est que les récits qui permettaient d'y trouver du sens sont en train de se disloquer. Euh, et que donc il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se soutenir de ces récits. Euh, et donc ça crée une crise majeure. Au-delà de la question des individus qui ont plus de 130. Et la question de l'ennui, c'est pareil, c'est-à-dire que l'ennui peut être récupéré du côté du sens. La répétitivité du quotidien, ce que j'appelle le sens, c'est pas un sens rationnel, c'est le fait de pouvoir, c'est très complexe ça aussi, on a essayé de développer, et puis depuis l'écriture du bouquin, d'ailleurs j'ai encore plein d'autres manières de l'aborder et d'essayer de le conceptualiser. Mais c'est grosso modo ce qui me permet de tenir debout face à la condition humaine, face aux angoisses existentielles, face à la certitude en effet du fait que mon existence, en tout cas dans ce monde, et peut-être tout court, va se terminer un jour ou l'autre, que le temps passe, que donc tout se détruit, et puis aussi cette conscience de mon infinie solitude, du fait qu'au fond personne ne me comprend. Et que quand j'essaye de livrer le contenu de ma psyché par un acte de langage, je ne me fais jamais vraiment comprendre. Et nous, on a conscience de ça. Finalement, on vit dans des mondes un peu étanches, ce qui est étourdissant. Enfin, le sentiment de solitude pour un être humain, c'est quelque chose de terriblement douloureux. C'est quelque chose dont les êtres humains meurent. Et à rebours, c'est quelque chose qui les conduit même à mourir pour pouvoir se sentir appartenir à un groupe, enfin, à prendre le risque de mourir. Là encore, les guerres, les conflits, un de leurs grands moteurs, c'est quand même ça. C'est la nécessité de se sentir appartenir à un groupe pour ne pas trop se confronter à l'infinie solitude, qui est un des éléments de notre condition. Et, et donc l'ennui, comme la répétitivité du quotidien, peuvent tout à fait être récupérés du côté du sens. C'est-à-dire que si on a un récit qui nous explique que précisément être celui qu'on devait être ou celle qu'on devait être, par exemple parce que Dieu l'a voulu comme ça, c'est ordonner son existence de manière très répétitive, ritualiser chaque geste et faire exactement toujours la même chose, euh, et qu'on arrive à croire à ça, voir si aujourd'hui on arrive quand même à croire que accepter de se résigner, accepter de s'emmerder au boulot, accepter de s'emmerder dans son couple, c'est la preuve qu'on est adulte, parce que finalement c'est un peu le récit un peu misérable du moment, c'est celui-là. C'est plus tellement parce que Dieu aurait voulu que j'accomplisse chaque geste de la même manière, à l'identique, et que en faisant ça, je serai constamment sous le regard de la transcendance dans nos espaces sociaux. C'est plus tellement ça qui alimente le récit, c'est plutôt l'idée que être un adulte responsable, c'est avoir accepté de laisser ses rêves de jeunesse au placard, et d'accepter un quotidien fait de contraintes et dans lesquelles il y a de temps en temps des petites consolations. Mais ça, c'est le support pour ceux qui y arrivent, c'est le support pour se tenir chaud. Pour être en groupe, finalement, c'est la manière dont les gens se saluent en commençant la semaine. Salut, ça va? Ouais, comme un lundi. Bon, il y a là une véritable ritualisation de l'ennui qui permet, quand on y arrive, de donner du sens à cet ennui même. Bon, disons que pour celui qui n'y arrive pas, pour celui qui n'arrive pas à croire à cette mise en récit, par exemple, de l'âge adulte, de la responsabilité, du fait d'être quelqu'un de sérieux,
Parce que, par exemple, j'ai jamais réussi à y croire. En effet, des gamins, j'avais l'impression que les profs que j'avais en face de moi, c'était des gamins, mais qui se rendaient pas compte, eux, qu'ils étaient des gamins. Enfin, Et tu et t'appelles dans ton livre des adultes, ZA, avec un Z. le adulte, oui, qui joue son personnage, et je retrouvais ça d'une facticité ahurissante. Donc je n'arrive pas moi-même à jouer un personnage en me disant bon, bah, voilà, je suis quelqu'un d'important, j'ai réussi ma vie parce que je joue bien mon personnage. Bon, euh, voilà. Et du coup, dans ce cadre-là, si on rebondit là-dessus, euh, comment est-ce que tu peux assumer ta spécificité pleinement en jouant ce rôle-là? En jouant quel rôle? Le rôle voilà, du masque que tu as choisi de porter, parce que quelque part, en jouant ce rôle d'adulte, tu te coupes déjà de qui tu es vraiment. Ah oui, oui, donc tu poses la question, le tu était un tu universel. Le tu est un tu absolument et totalement universel. Excuse-moi. D'accord. Non, parce que moi, j'y arrive pas, justement. Donc, Ah oui, non, mais c'est pour ça que c'était un tu ah, universel. voilà. Toi et moi réflexionnons par rapport au monde. Bah, grande question. Je peux pas nier le fait que si on a écrit à trois le bouquin qu'on a écrit et ceux qui sont en chantier, et une bonne partie de ma réflexion, c'est quand même d'essayer de comprendre comment fonctionnent précisément ces autres dont je me sentais si différent, en effet, quand j'avais 20 ans, dont je me sens toujours très différent sur plein de points. Donc, j'ai pas de certitude. J'essaye de conjecturer, Ah, mais je pense mais que en là, effet, d'ailleurs, c'est important de le préciser. Ici, on n'amène aucune réponse, en fait. On amène des mmh, réflexions. Il n'y a pas de certitude parce que je pense qu'à l'heure actuelle, honnêtement, personne n'en a. mmh. Bah, disons que ce qui me permet de quand même d'avancer quelques hypothèses sur la manière de alors le masque, là encore, heu, c'est pas, c'est pas le masque, par opposition à un soi absolument authentique qui serait totalement indépendant de la relation à l'autre. D'une certaine manière, l'être humain, ça c'est encore un autre vertige philosophique. Il y a- c'est aussi pour ça que la notion de faux self, par exemple, de Winnicott, elle est intéressante, mais à manier avec précaution, parce que c'est pas non plus comme s'il y avait vraiment un vrai self, totalement autonome. Il n'y a pas de noyau de l'oignon. Euh, si on enlève toutes les couches, il n'y a plus rien. C'est plutôt, donc même ces notions de masque, c'est plutôt finalement le fait que pour pouvoir tenir pleinement son rôle et entrer dans l'espèce de chorégraphie minutieusement réglée de la plupart des espaces sociaux, ça demande à l'individu de se couper assez massivement de son imaginaire singulier, même si cet imaginaire lui-même, il est travaillé par la relation à l'autre, il est travaillé par les récits collectifs, mais ça lui demande de se couper assez largement de ses émotions, de son imaginaire et de ses désirs. Voilà. Euh, avec en, ce qui donne quand même une disjonction. Un des trucs assez angoissants vécus par ceux qui n'arrivent pas à entrer dans cette danse, c'est l'écart entre le langage corporel, entre ce qu'exprime le corps et ce que les gens expriment explicitement, qui est très visible dans plein de moments, mais notamment dans les moments soi-disant festifs. Euh, où, je l'ai souvent dit, mais en effet, où quelqu'un dit, parce on est sorti entre amis, ou la fête familiale, où les gens très sincèrement disent on a passé un super moment, hein, mais où tout le corps raconte quand même l'ennui diffus et le fait que le super moment, bah non, enfin c'était très tiède. Euh, mais et donc quand même pour pouvoir jouer ce jeu-là, le sacrifice qui est demandé à la plupart des individus, c'est de se couper d'une large partie d'eux-mêmes en échange d'un confort psychique très grand, sans doute, quand ça marche. Quand ça marche, effectivement. Euh, et si on revient justement à ce côté, parce que c'est ce qu'on va chercher souvent dans les tests, c'est les premiers réflexes, en fait. Une fois que tu as un peu
voilà, la puce à l'oreille, ce qui est douance, etc., tu vas chercher quelque part des tests pour quelque part valider, te mettre un tampon sur ah oui, ok, c'est ça. Comme si euh, ton avis sur toi-même ne pouvait pas pour toi être crédible. Et tu le dis d'ailleurs, c'est que le seul finalement test un peu, alors un peu sûr, et je mets ça entre guillemets, c'est le QI, puisque tu me disais c'était par rapport à 130, mais j'aimais bien dans une interview, tu dis c'est un peu comme mesurer la valeur finalement d'un joueur de tennis à un seul match. Donc il faudrait voilà, le refaire toute une série de fois. Et les autres, et quelque part, les autres tests peuvent être des indicateurs, mais il y a, à l'heure actuelle, arrête-moi si je me trompe, aucune batterie de tests que tu peux passer et qui détermine à 100% si tu es au potentiel ou pas. Peut-être aussi parce qu'il y a énormément de définitions différentes du haut potentiel, parce qu'il y a des intelligences différentes, parce que, voilà. Et donc, ma question, c'est pourquoi ce besoin un tel besoin d'être validé par l'extérieur et cette incapacité de trouver ces certitudes ou ce confort à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a évidemment un vertige là-dedans. C'est-à-dire que ce fameux effet Barnum, qui serait le fait qu'on se reconnaît facilement, et bien sûr qu'on se reconnaît facilement dans à peu près toute description. Bon, c'est pas pour rien. On se reconnaît assez facilement dans à peu près toute description, mais pas simplement les descriptions scientifiques. Enfin, si tu vas regarder par exemple les descriptions astrologiques des taureaux, des balances, des béliers, des dromadaires et je sais pas encore quel autre signe. Chèvre, Euh, chèvre, c'est très- et, et- Étant donné la manière dont fonctionnent en général ces descriptions, c'est-à-dire qu'elles sont très, euh, c'est- c'est- elles sont elles-mêmes assez fournies et assez souples, et étant donné la complexité de la psyché d'un individu, au fond, si tu veux vraiment te reconnaître, tu vas te reconnaître dans absolument tous les signes. Parce que bien sûr qu'on a aussi tous un côté fonceur. Il y a aussi des moments où on est très courageux et des moments où on est très lâche. Parce qu'il y a des trucs qui nous foutent une trouille bleue et d'autres trucs où au contraire on mobilise facilement notre énergie. Que presque tous, on a, enfin, il y a des moments, des interactions où on peut être d'une générosité, d'une gentillesse extraordinaire, et d'autres types d'interactions où on va être d'une petitesse et d'une mesquinerie effroyable. Alors évidemment, pas dans les mêmes dosages, on n'est pas des clones, mais, euh, mais on peut se reconnaître dans à peu près tous les profils. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que fonctionne la fiction. Un bon film ou un vrai bon roman, c'est un roman ou un film dans lequel on se reconnaît un peu dans chaque personnage. Euh, on est un peu tous les personnages à la fois. Alors, il en va de même, évidemment, de la nosographie psychiatrique ou de toutes les descriptions cliniques. Euh, si on regarde la description d'un bipolaire, d'un hyperactif, etc., donc, et notamment la description de la douance, on a tendance à se reconnaître. Donc, c'est logique que cet écueil euh, nourrisse un besoin de validation objective. Le problème, c'est que de validation objective fiable, il n'y en a quasiment pas. Les tests, ils valent ce qu'ils valent. C'est-à-dire qu'en effet, sur un plan épistémologique, quand on analyse la manière dont ils sont constitués, c'est pas qu'ils soient nuls. Ils sont les meilleurs possibles à peu près en l'état actuel des connaissances. Les meilleurs possibles en l'état actuel des connaissances. C'est-à-dire qu'ils valent pas grand-chose. Ils valent un peu quelque chose, mais notamment à échelle individuelle. Alors, non seulement fixer un chiffre à échelle individuelle en faisant passer le test une seule fois, il y a un côté totalement aberrant. Sur un plan épistémologique, c'est une aberration totale. Enfin, c'est croire que le degré de performance est constant chez un individu et que le contexte dans lequel il passe le test, c'est-à-dire est-ce qu'il est fatigué, pas fatigué, est-ce qu'il a le moral, est-ce qu'il n'a pas le moral, est-ce que l'interlocuteur, euh, quelle est son interaction avec l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il joue imaginairement dans le fait de passer le test, est-ce qu'il s'en fout, est-ce que ça l'emmerde, ou est-ce qu'au contraire il est surexcité, s'il est surexcité, est-ce qu'il est tremblant à l'idée qu'il le rate,
enfin bon, tout un tas de paramètres qui évidemment conditionnent très largement les performances cognitives. On sait bien qu'il y a des interlocuteurs ou des contextes qui nous tétanisent et qu'on devient complètement débile, et qu'il y a d'autres contextes au contraire où tout d'un coup le cerveau marche super bien. Et on sait bien que d'un jour sur l'autre, c'est différent. Enfin, quiconque, quiconque accomplit des tâches un peu intellectuellement un peu exigeantes, sait très bien qu'il y a des jours où on est en pleine forme et des jours où on capte rien. Bon, donc passer le test une fois et faire passer le test une fois et déboucher sur un chiffre. Et là où en plus, de toute façon, le test n'est pas satisfaisant, parce que la plupart des gens qui le passent, c'est pour savoir si oui ou non ils appartiennent à une catégorie, avec l'idée que ça fonctionnerait de manière discrète. C'est vraiment 1 ou 0. Ils sont HPI ou ils sont pas HPI, et avec une barre magique à 130. Et là-dessus, je rejoins tout à fait la critique que fait Nicolas et que font les gens qui viennent des sciences cognitives. C'est-à-dire qu'étant donné la manière dont fonctionne l'échelle du QI, c'est pas une échelle logarithmique, hein. Il y a autant d'écart entre, enfin, un point vaut un point partout sur l'échelle. Donc il y a beaucoup moins d'écart entre quelqu'un qui serait chiffré, quand bien même il serait chiffrable vraiment de manière fiable, ce qui déjà n'est pas le cas. Bon, commençons par là. Mais quand bien même ça serait fiable. Entre quelqu'un qui a 129 et quelqu'un qui a 131, il y a beaucoup plus de proximité cognitive qu'entre quelqu'un qui a 131 et quelqu'un qui a 142, qu'entre quelqu'un qui a 129 et quelqu'un qui a 115. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc soit on le passe en disant bon bah ça va donner à peu près une indication de certaines performances cognitives, bon à peu près, voilà, je suis plutôt situé dans la moyenne haute, sans doute, enfin en tout cas ce jour-là, j'étais très en forme et bon. Et bon, ça va permettre quand même d'appréhender quelques trucs, hein. Je ne dis pas du tout que ça va rien dire. Mais en effet, il y a ce qu'on a cherché nous dans notre bouquin, c'est quelque chose comme un écart qui se présente en effet comme une discontinuité. C'est-à-dire, il y a bien un sentiment de décalage assez radical avec la manière dont fonctionnent la plupart des gens. Et c'est en effet pas un écart continu. Donc c'est un écart qui croise celui qui est mesurable par les tests, mais qui correspond pas au test et qui, malheureusement, n'est pas tellement testable. Mais comme beaucoup de choses. C'est-à-dire que il faut quand même accepter que nous, les êtres humains, notre fonctionnement est tellement complexe que la catégorisation qu'on peut faire de la psyché, euh, elle est toujours très pauvre. Elle n'est pas inutile. C'est pas complètement absurde d'essayer quand même à peu près pour un certain nombre de choses, pour mettre en place certains outils, c'est pas absurde de poser des diagnostics. Mais en fait, quand on regarde de près, euh, c'est c'est tellement complexe que d'ailleurs, même quand on a posé les diagnostics, par exemple, aucune méthode de psychothérapie ne garantit des résultats quoi qu'il arrive. Enfin, quand ça marche, ça marche. Après, ça dépend de ce qu'on appelle marcher, mais quand ça marche une fois sur deux, quoi. Enfin, et c'est déjà vachement bien quand ça marche une fois sur deux. Donc, bon, on en est là. Alors, effectivement, on voit les deux écueils. Le premier écueil, c'est de s'identifier à une vignette. Alors, HPI, c'est bien parce elle est valorisante. Et de croire que ça explique tout. Ça y est, Eureka. Bon, c'est tentant, hein. C'est évidemment tentant quand on s'est senti complètement cinglé et complètement malade, pouvoir se dire, ben non, c'est juste que je suis HPI. Bon, mais c'est une vision très candide. Et puis l'autre écueil, c'est de fétichiser les tests et, et parce que on l'a passé et qu'on n'a pas été validé, de se dire bah non, non, ah bah non, donc ça me concerne pas du tout, donc zut, sans doute je suis fou. Euh, bon, toutes ces étiquettes sont extrêmement fragiles. Je me souviens ça m'avait plu d'ailleurs ce moment-là, une conférence qu'on était trois à donner et puis après il y avait un moment d'interaction avec le public. Bon, moi j'y allais plutôt très prudemment comme je fais d'habitude. Les deux autres étaient beaucoup plus affirmatifs sur voilà les HPI ceci, les HPI cela. Bon. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans le public qui avait un certain âge
qui sur un ton très, très sympathique, nous dit: «Bah, c'est très intéressant tout ce que vous dites, enfin vraiment, voilà, mais il y a quelque chose qui me laisse un peu perplexe, c'est que voilà, dans toute ma carrière, là maintenant je suis à la retraite, mais j'ai travaillé comme psychiatre et que, au fil du temps, ce dont j'ai pris conscience, c'est quand même de l'extrême fragilité des concepts que je maniais et vraiment du fait que schizophrène, paranoïaque, enfin tous toutes ces notions-là, bipolaires et cetera, fallait les prendre avec d'extrêmes pincettes parce que finalement on sait pas trop de quoi on parle. Et donc de vous entendre parler, de cette façon-là des HPI, de façon aussi catégorique, ça me laisse un peu perplexe. Il le disait avec un petit sourire très sympathique, mais qui n'en pensait pas moins. Bon, j'étais ravi parce que oui, bien sûr, évidemment, j'ai immédiatement exprimé mon accord, voilà, on essaye d'approcher des trucs, bon, donc je comprends le besoin de se dire: «Ah bah oui, ça y est, enfin, je suis ceci ou je suis cela», bon, outre le fait que, à mon avis, une fois qu'on s'est fixé l'étiquette, ça peut avoir un effet apaisant pendant un certain temps, mais au fond, ça règle rien. Bah, du coup, question qui s'ensuit à 3 francs 50, je sais que le franc ni belge ni français n'existe plus, mais si les tests ne sont que de vagues indicateurs et que les définitions, finalement, parlent à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on réfléchit. Enfin, alors, je vais te prendre un autre exemple. Sortons du contexte. Heu, est-ce que, est-ce que tu trouverais, est-ce que tu trouverais, intéressant, l'idée qu'il y ait un test, par exemple, qui te permettent qui se présenterait comme mesurant exactement si, ta relation amoureuse, est une relation, épanouissante ou non. Ce serait assez bizarre, tu te dirais: «Mais c'est tellement complexe, qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse épanouissante?» Enfin et en même temps, ça n'empêche pas d'essayer d'y réfléchir. Enfin, c'est même essentiel d'y réfléchir parce que empiriquement, on sent bien qu'il y a des relations, dans lesquelles on on est seulement très malheureux. Mais même c'est plus complexe parce qu'il y a des relations où on est à certains moments très malheureux, puis finalement sur la durée, elles sont très épanouissantes. Et là aussi, comment on teste ça? Enfin, c'est et puis tant qu'on n'a pas défini ce que c'est que l'épanouissement, enfin, et le bonheur, mais en même temps, on va pas s'empêcher d'y réfléchir. Si on réfléchit pas à ça, c'est une catastrophe. On voit bien que d'ailleurs dans nos relations amoureuses, c'est une question essentielle. Mais on admet tout à fait que pour travailler cette question essentielle, on n'a pas besoin, d'avoir des étiquettes, d'avoir une théorie achevée, ni du bonheur, ni de l'épanouissement, ni un ensemble de catégories qui permettraient de dire: «Ah bah ma relation elle est de type B3». Heu, je Il y a un peu trois, je crois. Bon, on sent bien que ce serait complètement crétin. Et en même temps, ça n'empêche pas d'y réfléchir. Ça n'empêche pas de réfléchir à tiens, qu'est-ce que c'est que l'amour chez les êtres humains? Et il y a plein d'outils conceptuels qui sont très intéressants, à condition de ne pas les considérer comme, donnant la clé, mais comme des portes d'entrée vers une réflexion d'ailleurs qui va devoir aussi intégrer son propre éprouvé, son propre ressenti. Parce que si tu décides que la seule manière d'avoir un regard objectif sur ta relation amoureuse, c'est de ne prendre en compte aucune de tes émotions, parce que ça, c'est subjectif, bah, sur quoi tu vas réfléchir? Enfin, il y a bien quand même quelque chose d'un éprouvé singulier et qui n'est pas fiable à 100 parce que bien sûr, tu sais aussi que, bah, oui, ça peut te leurrer. Oui, mais d'un autre côté, si tu le laisses de côté, tu aucun matériau. Bon, bah, bienvenue dans un monde où précisément réfléchir, c'est peut-être accepter que, il y a pas de solution évidente. C'est aussi ça d'ailleurs, mais même à toutes les échelles. C'est-à-dire que heu, au fond, parlons même par exemple du conflit israélo-palestinien, parce que précisément il y a une complexité vertigineuse, il ne se ramène pas simplement à des questions matérielles. Il y a des questions matérielles très importantes, de 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 possibilité que l'ensemble des enfants aient accès à l'école, qu'il y ait un confort matériel minimal, et à peu près équivalent, qu'il y ait une certaine égalité, sur ce territoire entre toutes les personnes qui le peuplent, quelle que soit leur appartenance. C'est une dimension réelle de ce qui se passe. Mais c'est pas la seule dimension.
il y a aussi des enjeux imaginaires fondamentaux autour du sentiment d'appartenance à telle ou telle communauté. Bon. Et puis, des enjeux imaginaires autour du fait que le sol appartiendrait à telle ou telle communauté. Ce qui est toujours complètement, par définition, le sol, il appartient à l'origine à personne. C'est toujours une projection qu'on fait. Bon. Et aux endroits où ces enjeux imaginaires se croisent, d'ailleurs, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, Jérusalem, soit elle appartient à personne, soit elle appartient à tout le monde, mais elle n'est pas partageable, Jérusalem, parce que précisément, ce qui fait Jérusalem, la ville, oui, on peut découper le plan, on peut découper Jérusalem en 20, en 30, en 40, mais Jérusalem n'existe que par le symbole qu'elle représente. Et en tant que symbole, c'est pas découpable. Justement, c'est un truc un et unique, et donc forcément, tout le monde veut en entier. Une fois qu'on aperçoit ça, on cesse de croire que les questions qu'on affronte sont, à l'instar des problèmes mathématiques d'un livre de 5e, des questions qui sont des problèmes à résoudre assez simplement avec des procédures, et qu'il y a déjà une solution qui préexiste et qu'il suffit de la trouver. Non, étant donné la complexité de la psyché humaine, la plupart des questions auxquelles on se confronte n'ont pas de solution qui préexiste. Ça n'empêche pas d'y réfléchir, au contraire. Mais accepter que y réfléchir, ce soit entrer dans un domaine complexe, et ce soit pas juste chercher cette solution miracle qui n'existe pas et qu'on ne trouvera pas. Et tu parles beaucoup, du coup, dans cette partie de tout ce qui est réflexion, quelque part conscience de soi, définition de soi, sachant que le soi, effectivement, est quelque chose d'assez, on va dire, mouvant, puisque tel un oignon, comme on disait tout à l'heure, il y a pas de noyau central. Et je fais vraiment le parallèle avec tout ce qui était intelligence cognitive dont on parlait, où tu disais, c'était cette mesure-là. C'est un peu comme si on se comportait par rapport à une machine, en mettant une mesure de composantes, et qu'on réduisait en fait l'intelligence cognitive à des composantes. Et je fais vraiment le parallélisme par rapport à ce que tu viens de dire, en disant, bah, tiens, enfin, la machine n'a pas de réflexion sur elle-même. Ben oui, alors, encore une fois, le paradigme qui consiste à interpréter les fonctionnements cognitifs par référence à la machine intelligente, à l'ordinateur, c'est un paradigme qui est très intéressant et qui permet plein de découvertes. Donc, bien sûr qu'il y a dans le cerveau un traitement d'informations qu'on peut aussi comprendre comme un ensemble de fonctions mathématiques qui sont appliquées successivement ou simultanément à une information. Et même d'un point de vue biologique, il n'est pas évident que ce soit pas quelque chose comme ça, enfin, une sorte de fonction mathématique inscrite dans la manière dont les neurones traitent l'information et se les échangent. C'est pas, c'est loin d'être absurde comme approche. Simplement, juste apercevoir un truc, c'est que cette approche, elle oblige à laisser de côté le propre de l'être humain, c'est-à-dire en effet la conscience de soi, mais avec la conscience de soi, toutes les angoisses existentielles et toutes les émotions. Bon. Ce qui n'est pas un petit détail. Enfin, alors, c'est beaucoup moins facilement quantifiable et mesurable, en effet, mais c'est pas du tout un petit détail, parce que très vraisemblablement, la question du désir, la question du désir au sens large, hein, mais de notre relation de désir ou d'aversion à l'objet sur lequel on réfléchit, et c'est pas simplement 1 ou 0, une quantité de désir, une quantité d'aversion, c'est-à-dire aussi la question de toutes les significations symboliques et imaginaires auxquelles renvoie cet objet, ou renvoie le fait de réfléchir à cet objet. L'interaction avec l'autre ou les autres avec lesquels ou devant lesquels je réfléchis, euh, les émotions que ça suscite en moi, l'image que j'ai de moi-même, l'image très complexe que j'ai de moi-même, la manière dont elle s'est construite, euh, tout ça conditionne terriblement notre activité cognitive. Euh, pour ne le résumer qu'en un paramètre, comment peut-on croire que quelque chose comme la confiance en soi, alors confiance en soi, c'est pas un paramètre en fait, c'est pareil, c'est un mot de code pour désigner des choses tellement complexes. Mais bon, disons-le comme ça. Enfin, on voit bien quand même que la perte de confiance, que les moments où on se sent en confiance et les moments où on ne se sent pas en confiance, nos performances, mais nos performances même physiques, nos performances cognitives sont totalement différentes. Bon, donc l'ordinateur, lui, il connaît pas ça. Donc négliger l'ensemble de ça
pour ramener l'intelligence à seulement du traitement froid d'informations par un hardware qui serait le cerveau, c'est très intéressant si on a conscience du fait qu'on vient de... Ça permet d'isoler des mécanismes, c'est très bien, mais si on a conscience du fait que, du coup, on a sacrifié une bonne partie de la réalité de ce que c'est véritablement qu'une réflexion dans un cerveau humain. Bon. À partir du moment où on croit que parce que c'est ça qu'on peut mesurer, il n'y a que ça comme réalité objective, et que ce qu'on a négligé, c'est objectivement négligeable, bon, on est en train de se leurrer considérablement. Est-ce que tu crois, enfin, il y a un lien, hein, mais est-ce que tu crois que du coup, c'est parce que l'intelligence est à ce point vénérée dans nos sociétés qu'il y a une telle, quelque part, véhémence autour de cette thématique? En fait, voilà, il y a souvent des gens finalement passionnés. Alors, est-ce que c'est parce que il y a quelque part beaucoup de souffrance? Parce que voilà, c'est pas forcément facile de se sentir différent sans pouvoir quelque part le gérer ou avoir les clés au quotidien. Et effectivement, sans doute qu'une réflexion plus profonde et découpée permettent au moins de mieux se comprendre et donc de mieux s'accepter, hein. C'est ce que tu disais, pour un temps de se sentir mieux, en tout cas, d'avoir non pas une personnalité, pas un stem de personnalité, mais au moins une grille de lecture un peu plus claire sur probablement la manière dont on fonctionne, en tout cas certaines clés. Voilà, j'essaie vraiment de comprendre parce que forcément avec le sommet, j'ai fait pas mal de communication et je continue. Et voilà, c'est pas, c'est une voilà, c'est reçu avec beaucoup d'émotions derrière. Et c'est très drôle parce qu'il y a des gens qui me reviennent en me disant, même si la personne a 55 ans, j'en ai pas parlé à mes parents, ou ils s'inscrivent au sommet et du coup, je sais qu'ils s'intéressent à la thématique et souvent, bon, bah voilà, tu reconnais les profils. Et c'est drôle parce que c'est comme si c'était en sous-marin. Donc, on n'ose pas liker, on n'ose pas commenter. Donc, il y a une espèce de mystère secret, chut, tu vois, par rapport à la thématique. Oui, oui, oui. Ah bah, elle charrie des enjeux de violence considérables. Alors, dont certains sont effectivement liés à ce que l'intelligence, à ce que la notion d'intelligence véhicule dans notre société, hein, comme critère objectif d'une hiérarchie dont les effets seraient terribles, avec éventuellement l'école là pour sanctionner, enfin le niveau de diplôme pour Mm. sanctionner cette hiérarchie. Il y a tout ça. Enfin, on est dans des sociétés où extrêmement hiérarchisées, où il y a des cascades de mépris et des enjeux terribles là. Mais il n'y a pas que ça. Euh, parce que si l'écart est celui qu'on vise dans notre approche, il comporte d'autres enjeux de violence considérables qui sont même pas tant autour de la question de l'intelligence. Surtout que si l'écart est celui qu'on approche, précisément, la notion d'intelligence suffit pas du tout pour en rendre compte. Parce que je l'ai souvent dit, mais la chose la plus angoissante à laquelle des gens qui construisent le sens de façon atypique sont confrontés, c'est précisément au fait que l'absurdité du spectacle qui leur fait face ne peut pas être interprétée comme simplement un moins d'intelligence. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui se produit dans à peu près tous les espaces sociaux, ça se construit autour d'un tel déni des questions pertinentes. C'est tellement aberrant ce qui est en train de se passer là, que si on supposait que ça exprime vraiment les limitations objectives intellectuelles des gens qui nous font face, on se dirait mais ils sont complètement crétins, vraiment. Or ils ne le sont pas. C'est pas vrai. On voit bien, c'est pas de ce côté-là que ça se passe. Euh, il y a vraiment une cécité organisée, la manière dont dans une réunion de travail, on va tourner, tout le monde va tourner autour de l'éléphant au milieu de la pièce, en essayant soigneusement de ne pas le voir et de ne pas le nommer. En général, l'éléphant, il est super visible. C'est-à-dire que il faut pas être très intelligent pour le voir. C'est pas ça. Il est énorme même. Donc, on a beaucoup plus affaire à des mécanismes de déni qu'à des mécanismes de bêtise. Et donc, on a beau se dire, ah oui, j'ai été testé, je suis vachement intelligent, l'angoisse reste la même, le vertige reste le même. Comment ça se fait qu'un truc aussi énorme
moi je le soulève, je ne peux pas réfléchir autrement que par là, et que la plupart des gens non seulement ne le soulèvent pas, mais même quand je leur en parle, ils font comme si j'avais rien dit. Ils évitent le sujet. Bon. Et l'enjeu de violence qu'il y a là, c'est qu'au fond, si vraiment c'est une affaire de déni, si finalement ce qui permet de faire tenir les récits, la plupart du temps, sont des angles morts considérables, bah, celui qui en toute candeur vient dire: «Oh, au fait, là, il y a un truc que vous n'avez pas aperçu, ça vaut le coup d'aller regarder». Il est en train d'exercer une violence considérable vis-à-vis du groupe. Euh, et, mais c'est un truc énorme, hein. Enfin, je veux dire, la façon dont, prenons la façon dont, je sais pas, la façon dont se construit la notion de mérite. J'allais prendre la manière dont, dont, dont ça se passait pour les nobles moyenâgeux, mais après tout, dans certains milieux où on est assez riche et où justement se bâtit l'idée que bah, on a quand même mérité l'argent qu'on gagne. Et la fragilité en général, elle est extrême. Je me souviens pour l'anecdote d'un élève, quand j'avais 20 ans, je donnais des cours particuliers, puis à un moment donné, je donnais des cours particuliers à des gamins qui étaient de milieux richissimes. Parce que, bref, ils m'étaient envoyés par le directeur d'une boîte à bac au pied de la Tour Eiffel. Enfin, je suis entré dans des appartements hallucinants. Enfin, bref, bon. Et finalement, la plupart de ces gamins, ils étaient assez paumés, assez sympas. Enfin, malgré les préventions que je pouvais avoir au départ. Bon. Mais je me souviens d'une discussion une fois avec un de ces gamins qui, euh, qui foutait quasiment rien. Il était en terminale. Bon. Alors, il était dans une boîte à bac. Il était mis sous perfusion par ses parents. Il y avait 3 ou 4 profs particuliers qui essayaient quand même de le faire travailler pour que quand même qu'il ait un peu son bac, parce qu'il foutait strictement rien. Il avait un niveau déplorable. Euh, mais en même temps, bon, il allait quand même avoir son bac parce que justement, à force de perfusion. Et puis une fois qu'il aurait son bac, il serait comme la plupart de ces gamins, il serait envoyé par son père en stage dans la boîte de l'oncle ou dans la boîte du client de papa, etc. Donc il allait faire des stages à Hong Kong, etc. Puis après une école de commerce privée, dont il achèterait le diplôme globalement. Et bon, et en même temps, ce qui n'empêche pas dans ces stages-là finalement de se former véritablement et d'acquérir pourquoi pas des vraies compétences. Mais enfin, il savait qu'il allait se retrouver 10 ans plus tard tout en haut de la hiérarchie, vraiment du fait de tout ça, quoi. Et je lui donnais notamment des cours d'économie et donc il me défendait mordicus la notion de mérite et le fait que les chômeurs, c'était quand même des flemmards bon, c'est c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Soit on se dit, mais il est complètement con. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. La contradiction, elle est tellement flagrante. C'est pas possible. Enfin, comment il peut tenir comment il peut y croire? Est-ce qu'il est bête à ce point? Mais il n'était pas bête du tout, le gamin. Il est très fin, par ailleurs. Mais là-dessus, il y avait un point aveugle. Et d'ailleurs, quand je lui ai fait apercevoir la contradiction, il l'a vu, bien sûr, parce qu'il avait les moyens intellectuels de la voir. Mais il l'a assez vite balayé. Bon, bienvenue dans l'espèce humaine. Et du coup, est-ce que cette capacité, quelque part, à voir les points morts, bah, te renvoie quand même, ou crée une certaine solitude quand même par rapport à ça, où tu as à chaque fois deux choix. Soit je ferme les yeux et je me mets dans le point mort et je fais comme tout le monde, soit je ne sais pas fermer les yeux. Et ça, voilà. Auquel cas tu ne sais pas fermer les yeux, qui, je pense, est quand même l'une des marques de fabrique. En tout cas, si on le fait, ça nous coûte très, très cher. Euh, Forcément, il y a un moment donné où tu dois choisir la solitude ou l'appartenance. Oui, ou alors essayer quand même de trouver quelques autres avec lesquels enfin tu vas pouvoir confirmer que Ah, c'est pas toi qui es dingue. d'autres repéreurs d'angle mort. Là, quelques copains de jeu avec lesquels on va pouvoir dire ah bah oui, évidemment, enfin, c'est quoi ce machin? Enfin,
Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, c'est drôle parce que on est quand même dans une société où on prône quand même pas mal. Enfin, c'est très tendance d'être anticonformiste, de se dire anticonformiste. Il y a quand même des boîtes qui ont comme slogan Be Different. Mm. Euh, et donc, du coup, c'est drôle à ce point, prôner le fait d'être différent et à ce point de ne pas du tout être à l'aise avec la solitude et la différence. En fait, tu peux être différent si tu as 20 000 amis sur Facebook ou sur les réseaux Oui, sociaux. voilà. Mais, non, mais l'anticonformisme, c'est aussi une forme de conformisme. D'ailleurs, l'anticonformisme dont on parle, nous, c'est-à-dire cette difficulté à adhérer au récit collectif, elle traverse tous les milieux et elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'anticonformisme habituel. J'ai reçu dans mon cabinet des gens qui étaient chrétiens traditionnels, mais qui étaient très anticonformistes dans leur manière de l'être. Parce qu'ils l'étaient pas, parce qu'ils étaient nés à Versailles et que, bah, bien sûr, du coup, forcément, si c'était des femmes, elles ne pouvaient qu'être en jupe plissée et c'était pas ça être chrétien traditionnaliste pour eux. C'était vraiment avoir une foi très ardente et essayer de se nourrir vraiment de la tradition. Et paradoxalement, ces personnes ont choisi de venir travailler avec moi en sachant que c'était pas du tout mes croyances, mais parce que on partageait quelque chose. Leur manière de croire, leur foi, je la comprends tout à fait. Si j'étais chrétien, je serais chrétien sans doute comme ça. Et ça les rendait des vilains petits canards auprès des autres soi-disant chrétiens traditionnalistes qui eux, c'est pas qu'ils sont chrétiens traditionalistes, c'est que le groupe auquel ils s'identifient, c'est celui qui vote De Villiers et qui va écouter des messes en latin. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, elle n'est pas en Dieu, elle n'est pas en le message du Christ, elle est dans le groupe. Et, euh, et à rebours, dans les milieux même anarchistes, et j'ai rien contre l'anarchisme, hein, mais on va trouver dans les milieux underground, artistique underground, artistique engagé, anar, etc., autant de conformisme. Et finalement, l'anarchiste qui lui sera très sincèrement anarchiste, enfin, qui est pas simplement parce qu'il s'identifie à un groupe, mais parce que vraiment il a des convictions profondes et qu'il les questionne sans arrêt, il va être tout aussi seul dans ce milieu-là. Euh, donc après, en effet, la question de la solitude, elle est vertigineuse parce que chez l'être humain, malgré tout, la question de pouvoir avoir d'autres avec lesquels on va entrer en communion et de pouvoir se sentir appartenir à des groupes, c'est sans doute une nécessité fondamentale et absolument universelle. D'où d'ailleurs ce congrès, mine de rien. Enfin, c'est finalement les gens qui s'inscrivent, c'est bien parce qu'ils ont envie, ils ont besoin de se reconnaître dans un groupe. Donc finalement, la question, ça va pas tellement être accepter une solitude radicale totalement inacceptable, ou se fondre et sacrifier sa singularité pour au moins appartenir à quelque chose. La véritable question, elle va être quelles sont les modalités de construction du groupe et quelles sont les modalités d'adhésion au groupe. C'est de ce côté-là qu'il y a peut-être une issue. Et dans ce cadre-là, pouvoir réfléchir aussi à ce que je suis prêt à... Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a effectivement, quand, bah, justement, tu parles des groupes, il y a plein de groupes Facebook dans tous les sens, qui partagent sur plein de choses. Mais c'est rarement des groupes, de ce que j'ai vu, c'est rarement des groupes vraiment Youpla, tu vois, où on met en avant, oui, c'est une définition, je crois que tu peux le trouver au dictionnaire, Youpla. C'est rarement des groupes où on partage la magie absolue d'être différent, tout ce qu'on peut faire grâce à cette différence. Enfin, tu vois, il y a vraiment, je me demande dans quelle mesure, parce qu'effectivement, il y a effectivement beaucoup de souffrance derrière dans ce que je vois ou ce que je reçois comme message et qui explique peut-être une partie de la véhémence. Et de pouvoir peut-être se dire, si j'apprends à être peut-être mieux moi-même en étant OK avec qui je suis et mes différences, mais on peut l'appliquer pour la douance, mais on peut l'appliquer pour n'importe quoi. En tant que personne, tout comme quand tu te mets dans un couple, pas parce que l'autre te complète ou tu as l'impression d'être quelqu'un d'enfin bien ou de t'aimer via quelqu'un, mais de pouvoir avoir cette complétude ou s'autosuffire, en tout cas partiellement, voire complètement seul, sachant que tu vis dans une société et que bien sûr tu as besoin des groupes.
Mais tu vois, d'avoir vraiment... Oui, mais même cette idée d'autosuffisance, je pense qu'elle peut être très trompeuse. C'est c'est très à la mode dans le développement personnel. Et alors, c'est marrant parce qu'en général, je note quand même au passage que la première chose que fait quelqu'un qui, qui est persuadé qu'il a atteint, ça y est, qu'il a atteint le niveau de zénitude tel que il est totalement autosuffisant, qu'il a plus d'angoisse pour l'avenir, plus de regrets pour le passé, qu'il est dans l'ici et maintenant, et qu'il se suffit à lui-même. Déjà, la première chose qu'il fait, c'est de faire des conférences et d'avoir des milliers de gens à qui il explique ça. Bon. J'ai toujours des moments de sidération, je me dis, mais il se voit pas faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce gars qui va expliquer, qui fait même métier d'aller se faire applaudir par des centaines de gens pour expliquer qu'il a vaincu son ego. Enfin, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Enfin, c'est quoi cette folie? Bon, euh, et je suis quand même assez persuadé du fait que euh, pour nous, êtres humains, justement, on n'aura jamais la sérénité du tigre, qui lui, il peut être tout seul 95% de son temps et il s'en fout. Parce qu'il n'a pas l'appareil cérébral qui lui permettrait que cette solitude se traduise en sentiment de solitude et donc en angoisse infinie. Euh, nous, c'est strictement impossible. Cette sérénité-là, on l'aura pas. Ou plus exactement, ce qui va nous permettre d'être seul, c'est de justement imaginairement ne pas être seul. C'est-à-dire d'avoir intériorisé, introjecté suffisamment la présence de l'autre, d'un autre ou d'autres qui me soutiennent, qui m'aiment, que je me sens habité par cette présence, y compris tout seul dans ma caverne. Donc, toute la question est du côté de l'imaginaire. C'est qu'est-ce qu'il faut pour que quand je suis seul, je me sente habité par cette présence qui me soutient, qui me porte, et qui fait que, en effet, je peux passer des heures, des jours, des semaines à travailler, à écrire ou à faire quoi que ce soit en étant bien. Euh, et donc, c'est la véritable quête. Elle n'est pas dans le fait de, voilà, devenir une espèce de créature totalement autonome. C'est au contraire, c'est même une impasse. C'est-à-dire la question, elle est plutôt inverse. Comment je vais faire pour avoir avec d'autres une nourriture suffisante pour pouvoir ensuite être seul. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... bah, finalement, c'est comme à chaque fois, c'est un juste équilibre entre ressenti, réflexion et savoir, bah, tu parlais voilà, des récits, c'est aussi à quoi j'adhère, qu'est-ce que les autres me renvoient et comment je me définis seul et en groupe, en choisissant le groupe. Surtout que la question de la solitude dans les groupes habituels, elle est terrifiante. Moi, je reçois des gens d'ailleurs auprès desquels, enfin, que je ne, dans ma fonction de psychanalyste, enfin, je suis le pire interlocuteur possible d'ailleurs pour les aider à s'y adapter. Que je suis toujours aussi inadapté. Euh, la réunion parents-prof de ma fille cette année m'a donné envie de me défenestrer. C'était atroce. C'était un moment atroce. C'est une espèce de jubilation des profs qui jouent aux profs, qui racontent des trucs. Bon. Je vais pas citer nommément parce que si ça se trouve en plus il y en a un qui va regarder ton interview et enfin ouais, je veux pas créer de problème à ma fille mais bref si quand même pour l'anecdote allez non, une prof qui dit Ouais. oui alors vous regardez bien dans les cahiers de vos enfants, j'ai placé des feuilles à signer. Alors il y en a une qui est très importante, c'est un contrat de travail qu'il faut que votre enfant signe et que vous signez aussi, parce qu'il contient voilà, les règles à suivre pour bien travailler, etc. J'avais envie de lui répondre, mais c'est quoi cette blague de un contrat, normalement, t'en négocies les termes. Enfin, dis que ce sont les règles que t'imposes, ok. Mais c'est quoi? C'est pour qu'on signe? Pour que tu puisses dire dans 3 4 mois, ah, vous avez signé, hein, vous vous êtes engagé, donc c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, très contente de dire son truc.
devant des parents qui notaient consciencieusement, qui étaient aussi très contents. On sentait la jubilation de se retrouver dans une salle de classe, d'être de nouveau les bons élèves. Donc ils prenaient des notes soigneusement, ils levaient la main. Enfin, il y a toute espèce de rituel qui se jouait là, autour de discussions plus oiseuses les unes que les autres. Mais bon, voilà, moi, à cet endroit, j'ai envie de tuer tout le monde ou de me tuer. Enfin, il faut que le sang coule. Enfin, donc à cet endroit d'ailleurs, c'est assez amusant. Je me retrouve, je me retrouve à textoter compulsivement des blagues. Enfin, je me retrouve en fait avec des symptômes de TDAH, ceux que j'avais gamin et ado. Si je pouvais envoyer des boulettes, si je pouvais envoyer des boulettes dans la tête de la prof, je le ferais, mais Les j'ai tchouquettes, passé là. si vous aviez ça en France, les tchouquettes, c'est le truc avec l'élastique que tu lançais. Ah oui, oui, bah oui, ouais, j'adorerais pouvoir le faire, mais bon, vraiment là, c'est pas possible. Et je sors suffocant. Enfin, je passe ma journée à avoir l'impression que j'ai été piétiné par un troupeau de monstres. Enfin, je cherche l'air. Euh, donc, évidemment, je triche. C'est-à-dire que mon existence m'a amené à être entouré d'un certain nombre de proches qui partagent cette manière d'être. Et en plus, mon boulot, j'ai pas fait exprès au départ, mais il se trouve que les gens qui viennent me voir à mon cabinet viennent à partir de cette question-là. Donc je reçois des gens qui, pour la plupart, même quand ils sont en pleine détresse, même justement quand ils ont envie de se foutre sous un train, ils ont quand même un rapport à la vie extrêmement intense. Et donc c'est évidemment un bonheur de les rencontrer. Enfin, voilà, mais j'ai bien conscience que je triche. Et que ce qui me permet en effet de soutenir ensuite la folie du monde et de pouvoir à certains moments être très serein, seul justement, pas dans une réunion parents-prof, mais de pouvoir quand même, voilà, être assez tranquille, avoir un corps posé, justement, ne pas être dans l'agitation. C'est c'est quand même ce confort extraordinaire qui m'est donné par ces échanges où je suis nourri. Enfin, vraiment, on se rencontre d'être humain à être humain, et pas de psychanalyste ou de philosophe ou de je ne sais pas quoi à je sais pas quelle autre connerie, avec des discussions préprogrammées. Et voilà. Tu as vraiment pour moi soulevé deux points, enfin 20 000 depuis le début de l'interview, mais ici, là, le côté intensité, et j'ai adoré vraiment le mot défenestré parce que ça dit tout de notre côté excessivement, tu vois, timoré, tu vois, c'est vraiment, on a l'impression que ce soit dans les embouteillages ou dans ce genre de situation où voilà, on va mourir et on se voit vraiment, voilà, toute proportion gardée, ça peut être, bah, voilà, tu donnais les exemples dans tes interviews, dans tes vidéos, vraiment le côté, tout ce qui est usuel, tout ce qui est sociabilité usuelle, mariage, Ah, spleen. les mariages. Mais oui, et même, mais c'est horrible parce que Oh, tu au secours. culpabilises, parce que c'est des amis, tu dis, regarde, tout le monde parle et tout le monde s'amuse, et pourquoi moi j'ai l'impression que je vais mourir, et donc tu sais pas où est ta place, donc finalement tu vas faire la vaisselle, et puis tu ranges, et puis tu essaies de trouver un truc utile, et puis tu t'inventes des missions à gauche ou à droite qui n'ont pas lieu d'être, mais voilà, qui pour toi ont l'air excessivement importantes. Il faut de nouveau du papier toilette aux toilettes, je vais en chercher. C'est moi. Non, 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 je vais y aller. Mais tu as mis 45 minutes. Oui, oui, mais voilà, il fallait sélectionner les bons rouleaux. Donc voilà, on en a des exemples. Et je rebondis finalement sur le deuxième point que je trouve absolument essentiel, c'est la question bah, du sens. Et je t'avais dit en début, hors caméra, voilà, que je voulais te la poser parce qu'effectivement, tu disais, ah, bah, tiens, j'ai la chance de m'être créé quelque part un microcosme qui me permet d'échanger, d'apporter de l'énergie, etc. Et c'était moi l'une de mes questions, sachant qu'on a besoin à peu près 50 fois dans les mauvais jours 312 enfin non, 50 fois dans les bons jours, 312 dans les mauvais, de sens et de savoir à quoi tout ça sert, où on met les pieds et qu'est-ce qu'on est en train de construire. Comment est-ce que toi, philosophe, psychanalyste, c'est quoi ta clé? Alors, de ce que j'ai entendu, le partage, probablement bah, la transmission également. Hein, on ne vient pas étudiant aussi pour ça. Mais voilà, pour les gens qui doivent finalement constamment se réinventer, recréer du sens, repeser, et qui peuvent remettre finalement tout aux questions. Alors, je veux dire du jour au lendemain, mais on peut faire ça dans la minute même. Est-ce que tu as peut-être des clés et je te propose
qu'on finisse sur cette précieuse clé-là, sachant que j'avais dit à Carlos qu'en fait, on pouvait tranquillement s'entendre pendant 5 heures, j'ai de la matière, au moins ça. Mais, mais Alors, j'ai pas de clé, même si effectivement déjà trouver les interlocuteurs, c'est quelque chose de décisif et que au moins quand on sait ce qu'on cherche, disons, ça a beau être une aiguille dans une meule de foin, une fois qu'on sait que c'est une aiguille, voilà, on peut peut-être utiliser un aimant, enfin, ce que tu viens de faire d'ailleurs, ce que tu fais, je ne sais pas si tu en as conscience, mais d'une certaine façon, ce que tu fais toi en organisant un web congrès sur cette question, c'est que tout d'un coup, tu te mets en lien avec des centaines ou peut-être des milliers de personnes autour de cette question. Je note au passage. mon intention, c'est juste de donner des pistes de réflexion Oui, comme d'accord, non, non, mais ça c'est l'intention, au départ. ton intention consciente, C'est ça. mais de fait, tu bâtis aussi un microcosme au passage. Oui, bah oui. Bah, c'est, enfin, t'as pas fait un web congrès sur comment faire la meilleure tarte tatin. T'aurais pu d'ailleurs, parce que c'est passionnant aussi, mais Pas une enfin, bonne cuisinière, mais ça c'est n'aurait vrai pas que sélectionné les mêmes personnes. Bon. je peux Et, t'inviter si je fais tarte tatin. pourquoi pas. Et, euh, et sinon, des clés, non. Je peux dire en tout cas que ce que j'ai trouvé moi, et c'est pas une question de faire de la pub, etc., mais ce que j'ai trouvé moi dans la psychanalyse, aussi bien d'ailleurs au départ comme analysant que maintenant comme psychanalyste, c'est quelque chose qui pour moi en tout cas a été essentiel, en plus de la philosophie. C'est-à-dire cet espace où précisément, parce que psychanalyste, c'est pas thérapeute, c'est pas et ça n'est pas du tout, enfin, psychanalyste comme je l'entends, parce que la psychanalyse est très souvent un carnage. Je suis en désaccord avec la pratique d'énormément de psychanalystes et avec plein de points de la théorie psychanalytique. Bon, mais disons que tel que je comprends, tel que je vis ce que c'est pour moi un cabinet de psychanalyse, c'est précisément un endroit où on accepte qu'on ne sait pas, que la psyché est d'une complexité qui nous dépasse très largement, et qu'on va partir en exploration. Et partir en exploration, alors quand j'étais analysant sur ma propre psyché, euh, et pas justement pas pour la cartographier, on n'y arrivera pas, mais pour, au fil de l'exploration, découvrir des paysages nouveaux, tout d'un coup, s'apercevoir qu'on n'est pas tout à fait celui qu'on croyait. C'est pas pour autant qu'on sait désormais qui on est, mais tiens, il y a une couche supplémentaire, on est un peu quelqu'un d'autre, comme ce qui se passe aussi dans l'exploration théâtrale. Je te parlais du plateau théâtral. Et, euh, et comme analyste, partir en exploration avec les personnes que je reçois, sur eux, tiens. Et c'est un endroit où, du coup, au fond, on part à la rencontre, finalement, l'analysant et moi partons à sa rencontre. Euh, c'est un espace très beau, très libre. Voilà, mais je dis pas ça pour dire que tous les gens qui se posent cette question et qui sont concernés par la danse devraient faire une psychanalyse. C'est juste, tu me demandes à titre singulier Mhm. euh, quels sont les endroits qui m'ont permis de respirer plus largement, plus librement, bah, le théâtre, pratiqué d'une certaine façon. Je dis bien pratiqué d'une certaine façon. Et la psychanalyse, là aussi, pratiquée d'une certaine façon. Oui, je trouve, enfin, il me semblait en tout cas essentiel d'avoir ces moments où on se ressource et on se recharge parce à se poser 25 millions de questions à la seconde sur à peu près tout et n'importe quoi. euh, le fait, effectivement, tu le disais, tu vois, de te poser, de pouvoir avoir, même physiquement, un calme intérieur qui te permet. Oui, et puis un espace où précisément soulever des questions n'est pas destiné à les résoudre. Parce que finalement, soulever des questions, euh, c'est asservissant quand on est pris par l'angoisse et qu'il faudrait absolument trouver la solution. Mais sinon, soulever des questions pour elles-mêmes et les laisser flotter, c'est aussi l'activité du chercheur. C'est-à-dire que et en sachant que, finalement, de question en question, on avance. Il se passe des trucs. Simplement pas parce qu'on résout les questions, mais qu'en les agitant, en les brassant et en arrivant à d'autres questions, c'est que les questions s'affinent. On n'y répond pas forcément, mais elles s'affinent, et le fait qu'elles s'affinent, le fait qu'elles se décalent, bah, ça change plein de choses dans son rapport au monde, dans son rapport à soi. Mais précisément, le poser comme ça permet de jouir du questionnement pour lui-même et que ce soit un espace de liberté.
Ben, comme toute, finalement, comme tout objectif dans la vie, ce n'est jamais que passer d'une étape à l'autre où tu te poses d'autres questions sur d'autres choses, où finalement, bah, les questions sont finalement bien plus importantes que les réponses, comme le chemin, plus importante que la destination. Mm. Voilà. Écoute, mille merci pour cet échange ô combien riche. Pour cette petite promenade, aventure, découverte qui, j'espère en tout cas, vous aura apporté, si pas des clés, au moins des pistes de réflexion, d'interrogation. Finalement, ce congrès est beaucoup plus sur le questionnement que sur les réponses. Mm. Vous l'aurez compris. Mille merci, Carlos. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, merci à toi.